Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour. Oui, on peut enlever déjà nos masques parce que nous avons la distance de 1 mètre est bien respectée. Très bien. Merci de répondre déjà à nos questions. Alors, ma première question, ça sera évidemment un retour sur les derniers matchs des Barea, ces matchs qui ont vu l'élimination de l'équipe nationale malgache. Avec le recul, qu'est-ce que vous auriez changé? Qu'est-ce que vous auriez fait de différent par rapport à tout ça? C'est toujours plus facile à froid après, oui. Après les compétitions qu'à chaud. C'était vraiment, alors un petit retour quand même, c'était vraiment très délicat. Et je tiens à remercier tous les services, que ce soit la fédération, le ministère, l'État et mes joueurs. Parce qu'en raison de la pandémie, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui allait pouvoir venir. Et à un moment, on pensait qu'on aurait 9-10 titulaires en moins dans l'équipe. Sur 11, c'est beaucoup en football. Et finalement, on n'en a eu que 5, mais la moitié de l'équipe quand même. Mais on s'est battu jusqu'au bout et je tiens vraiment à remercier les gens, je vous dis, du ministère et de la Fédé, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. Et puis un petit clin d'œil au gouvernement français, à la Fédération française de football, qui nous ont permis d'avoir au dernier moment 1 ou 2 joueurs supplémentaires par rapport à ce qu'on pouvait. Alors bon, ceci étant dit, on s'est retrouvé donc avec une équipe totalement remaniée. Alors, en aucun cas, je suis en train de dire que ceux qui étaient là n'étaient pas bons. Pas du tout. Ils ont fait le maximum, et vraiment le maximum. Et là, j'ai aucun regret par rapport à ça. Mais depuis 2 ans et demi, on joue toujours quasiment avec les mêmes joueurs. Et il y a une stabilité, il y a des repères qui sont pris. Et là, il se trouve que les 5 joueurs qui nous manquaient sont des joueurs qui jouent tous à l'échelon international au premier niveau. Que ce soit Abel, Jérémy, Thomas, Marco ou Ryan, ce sont des joueurs, excepté Ryan, qui jouent tous en Ligue 1. Et ce sont nos plus gros joueurs. Et c'est tombé, le hasard a voulu que la pandémie tombe sur eux plutôt que sur d'autres. Et quand vous enlevez ces joueurs qui jouent à un très haut niveau, les meilleurs, les plus huppés… Mais au-delà de ces aléas, justement, qu'est-ce que vous auriez pu changer? Parce que de toute façon, la pandémie, elle est là, ça fait 1 an qu'elle est là, on savait que ça allait perturber tout ça, au-delà de tout ça. Ce qu'on aurait pu changer, c'est ce que j'ai demandé à la CAF, c'est qu'ils remettent les matchs de façon à ce que les résultats ne soient pas faussés. C'est ça qu'on aurait pu changer. Sans ça, on ne peut rien changer d'autre. Rien changer d'autre. Alors, il y a des choix sur le match, un joueur plutôt qu'un tel, et ainsi de suite, et on s'en rend compte qu'après. Une organisation plutôt qu'une telle, et on s'en rend compte qu'après. Le football est fait d'incertitudes, et parfois, moi aussi, et je m'en veux, je suis le premier fautif sur le terrain si mon équipe perd, et puis les joueurs sont à remercier quand on gagne, mais voilà, donc des changements d'organisation. J'ai changé d'organisation à la mi-temps contre l'Éthiopie, et on aurait pu ou dû marquer, puisque ça a bien marché, mais malheureusement, alors qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Et puis peut-être des changements au cours du match. Voilà. Sur l'instant présent, c'est toujours difficile. Sachez simplement que, pour ma part en tout cas, je fais toujours au mieux et pour le bien de l'équipe. Après, j'ai sorti tel joueur plutôt qu'un autre. Peut-être qu'après, je me dis pourquoi je l'ai fait. Oui, vous l'avez déjà dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'avoir un plan B justement par rapport à la pandémie? On avait des joueurs locaux qui avaient quand même des rythmes de match dans les jambes, alors que les expatriés, justement, ils n'en avaient pas. Les joueurs de la Réunion qui ne jouaient pas, d'autres qui revenaient de convalescence. Est-ce que vous ne pouviez pas faire ça, s'appuyer sur les locaux? Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour les locaux et je tiens à féliciter encore le président Arnaud qui a créé la Pro League, avec lequel j'ai créé la Pro League en novembre il y a 1 an et demi. Et la Pro League existe. Et vraiment, j'ai plaisir à aller voir tous ces jeunes tous les week-ends en Pro League. Et les locaux, grâce à ça, progressent, alors que les 10 dernières années, il ne se passait rien. Donc là, les locaux sont un peu plus compétitifs. Maintenant, de là, chambouler toute une équipe, les 11, et ne faire venir que des locaux, c'était courir un peu à la catastrophe. Moi, ce que je veux, c'est réellement que les locaux s'intègrent au fil du temps et le mieux possible. Il y en a 2 qui ont été excellents sur le dernier match contre le Niger. Mais si vous en mettez plus que ça risque d'être très compliqué. Eux-mêmes le savent. Dans les jeux d'entraînement, c'est très compliqué parfois pour eux. Mais par contre, mettre des petites touches, c'est bien. Et je vais dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que moi j'ai envie de rajeunir l'équipe et j'ai beaucoup de respect pour tous les anciens, attention, qui nous apportent énormément. Je ne dis pas qui nous sont apportés, qui nous apportent énormément. Je ferai
une aparté avec Bolide qui a été le grand frère, qui a vraiment bien intégré tous ces locaux qui étaient avec nous. Et en dehors du terrain aussi. Voilà. C'est un exemple. Franchement, les locaux étaient très impressionnés quand ils sont arrivés. Voilà. Mais je pars de la même idée que vous, et sur la même idée que vous, il faut de plus en plus les intégrer. Donc le plan B, il se fait naturellement. Il s'est fait naturellement parce que la Pro League existe. Il n'a pas pu se faire en novembre dernier quand on avait fait la Côte d'Ivoire parce que la Pro League ne jouait pas. Il peut se faire maintenant. Il ne faut pas aller dans l'exagération. Les locaux, vous ne pouvez pas le faire d'emblée comme ça, les 20 joueurs d'un coup, ce n'est pas possible. Parce que vraiment, ce serait très, très, très difficile. Il faut rester lucide. Il faut rester lucide. Voilà. Donc moi, je suis pour intégrer au maximum les locaux et je veux en intégrer le plus possible. D'ailleurs, j'ai un projet par rapport à ça et j'ai fait une proposition au comité exécutif. Hein. L'idée de faire, sur toutes les dates FIFA, un rassemblement de 15 jours avec les 24 meilleurs locaux. Justement, oui. Voilà. J'aimerais pouvoir réunir les 24 meilleurs locaux pendant 15 jours, de façon à en prendre 10-12 et prendre les 10-12 meilleurs expats. Est-ce que ça n'aurait pas été possible avant les matchs contre l'Éthiopie? Mais je vous dis, j'ai fait une proposition, je fais pas mal de propositions, parfois, alors que j'ai des membres du comité exécutif avec lesquels je m'entends très très bien, la majorité d'ailleurs, la grande majorité du comité exécutif. D'autres, pour des raisons géographiques, sont un petit peu loin et on a du mal à avoir des réponses. Donc, on essaie, mais c'est pas si simple. Là, dans 2 mois, on aura les éliminatoires, les premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ces... J'aimerais, je le dis sincèrement, j'aimerais pouvoir. Alors, on prend l'exemple de juin prochain, puisque je crois que c'est 2e semaine de juin. J'aimerais pouvoir, sur la dernière semaine de mai, la première semaine de juin, avant le rassemblement FIFA, date FIFA officielle, réunir les 24 meilleurs locaux avec Mika, par exemple, mon adjoint, pouvoir les entraîner, et Léonie, et pouvoir les entraîner, pouvoir regarder ce qu'ils font, les faire progresser. Ce serait utile aussi pour l'équipe Chan et COSAFA, l'équipe du championnat d'Afrique des Nations et la COSAFA. Et puis ensuite, il faut bien rester conscient du fait qu'on a vraiment besoin des meilleurs joueurs malgaches au monde et les meilleurs expats, les meilleurs, tout en faisant venir une douzaine d'expats, on récupère les 10 ou 12 meilleurs joueurs locaux de façon à faire un groupe de 24 et eux auront travaillé pendant 15 jours de façon cohérente pour avoir moins finalement de mal à s'intégrer au rythme de travail qu'on peut avoir avec les expatriés. Ils auront déjà 15 jours dans les jambes où ils auront l'habitude de travailler comme ça et ce sera moins difficile pour eux. Donc l'idée, ça serait de mixer un peu les locaux et les expatriés. Ça peut être possible en juin, vous dites? Oui, c'est une proposition que j'ai faite, j'attends la réponse et j'espère que ça se fera. Vraiment, vraiment. Parce que j'ai aimé l'attitude des locaux quand ils sont venus. Au départ, franchement, ils étaient perdus. Ils étaient impressionnés et ils étaient à 10% de ce qu'ils savent faire. Et alors contre l'Éthiopie, c'était même pas la peine. Parce qu'ils étaient perdus, ils sont même arrivés en retard, ça c'est une boutade, au briefing d'avant-match, alors qu'il y en avait 5 qui devaient être sur la feuille de match, je les ai tous enlevés parce qu'ils sont arrivés un quart d'heure en retard au briefing d'avant-match, à 1h30 avant le match, pour vous dire qu'ils étaient perdus. Voilà, ils étaient... et au fil du temps, mais très clairement, jusqu'au match du Niger, ils se sont mis au diapason grâce à Bolide. Je le répète, on oublie, on pense qu'un joueur, c'est simplement un joueur qui joue sur le terrain. Mais dans le groupe, il y a des joueurs qui sont là pour intégrer ces locaux, pour encadrer, pour les aider. Et grâce à ça, pour parler des locaux, ils étaient au nombre de 8 ou 9. Et bien, petit à petit, de 10% où ils étaient catastrophiques contre l'Éthiopie, avant l'Éthiopie, ils sont passés à des niveaux de façon à ce que Raj puisse jouer titulaire. Sito a failli jouer titulaire, et puis peut-être que c'est un regret de ma part. Voilà, vous parliez de regret au départ, peut-être que j'aurais dû. En tout cas, je l'ai fait rentrer et ils m'ont donné une pleine satisfaction. Voilà. 2 mois, est-ce que ça va être suffisant? Parce que là, on est encore sur le court terme. Est-ce que ça va être suffisant, les 2 mois, pour mixer les expatriés, les locaux? Oui, en fait, il faut croiser les doigts. Alors, bon, la pandémie, je ne veux pas être trop réducteur en parlant que de football. Moi, je pense à tous ces gens qui meurent et qui souffrent. Et avant toute chose, on souhaite vraiment que la pandémie arrête un jour. Voilà. Maintenant, pour le football, si la pandémie ne nous joue pas à nouveau un tour en nous enlevant les joueurs dont on a parlé tout à l'heure, franchement, il sera amplement temps en juin de réunir ces 12 meilleurs expats, dont les 5 absents
de l'autre fois, plus les 12 sur les 24 locaux qu'on va rassembler pendant 15 jours. Moi, tous les week-ends, je suis en train de voir les matchs de Pro League. Et tous les week-ends, je découvre. Le week-end dernier, j'étais allé voir Nina et j'ai découvert un très bon latéral droit. Et ça me fait plaisir. Et ce latéral droit, je vais retourner le voir. Très vite, vous allez enlever qui? Parce que vous avez parlé, parlé des 12 expatriés, donc les meilleurs, il y a les meilleurs du moment, les meilleurs du moment. Les meilleurs du moment. Franchement, je ne peux pas 2 mois avant, là par contre, je ne peux pas 2 mois avant dire il y aura un tel, il y aura un tel, il n'y aura pas un tel, il n'y aura pas un tel. Non. Franchement, ce sont les 12 meilleurs et les plus en forme du moment. Le problème qu'on a eu le mois dernier, on ne devrait plus l'avoir. C'est-à-dire qu'on était obligé de prendre des joueurs ne sachant pas si on pouvait en avoir un seul. Il faut le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a pris les joueurs à La Réunion? Pourquoi? Parce qu'à un moment, tous les joueurs de France étaient bloqués. Vraiment. Et on s'est vraiment retrouvé coincés à ne pas avoir d'équipe. Et je n'arrêtais pas d'écrire et d'envoyer des messages à la CAF en disant nous sommes en grand danger. Des équipes comme les nôtres, qui se basent sur un groupe très stable depuis 3 ans, on est foutu. Je l'ai dit, mais 15 jours avant le match. Ce sera très difficile. Ils n'ont pas voulu reporter. Voilà. Ça a donné la chance à d'autres équipes qui n'auraient pas dû être à la CAN. S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait été à la CAN. Mais comme je vous dis, c'est toujours facile avec le recul de dire tout ça. Maintenant, est-ce que vous pensez à d'autres joueurs binationaux? Oui. D'autres qui ne sont pas dans l'équipe actuelle? Je vous parlais d'un rajeunissement. Je ne veux pas rajeunir pour rajeunir. J'en ai. Je ne veux pas rajeunir pour rajeunir l'équipe. Je veux rajeunir parce que c'est un besoin et c'est une obligation. Mais c'est en moyenne qu'on rajeunit une équipe. Par contre, il y a des cadres qui, même vieillissants, sont très très importants dans l'équipe. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Oui, hier, j'étais au téléphone avec un joueur qui joue avant-centre en Ligue 2 française. J'ai un de mes membres de staff qui était au téléphone avec un joueur qui joue latéral dans un club allemand hier. Non, mais tout le monde va les trouver facilement. Hein, mais oui, et ce sont des jeunes joueurs. Donc l'idée vraiment, c'est pour perdurer et que les résultats, parce que j'ai aucun doute sur les résultats à venir, ils seront bons. Pour que les Barea puissent perdurer dans le temps, il faut qu'on rajeunisse l'équipe. Mais attention, il y aura des anciens, il y aura des cadres, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Freddy Greco? Non. Par exemple. Ah, Freddy Greco. Alors j'ai lu, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Freddy, j'aurais bien aimé. Par contre, pour l'instant, et ce que je peux comprendre, alors qu'il est en sélection nationale italienne, il opte plutôt sur... Enfin, son ambition est plutôt d'attendre s'il va être sélectionné A en Italie. Et je n'ai pas le droit de lui dire que tu ne seras pas sélectionné A en Italie. Voilà. Moi, je suis heureux pour lui qu'il puisse un jour rêver de ça. Malheureusement, pour l'instant, il met en première position l'équipe italienne plutôt que l'équipe malgache. Donc, j'ai vu sur des réseaux sociaux, je ne sais pas comment ça a pu sortir, que oui, j'étais en contact avec lui. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, il a décidé d'attendre. Vous avez parlé d'une proposition. À qui est-ce que vous avez remis cette proposition? Parce qu'on voit qu'il y a la fédération qui est là. Vous êtes aussi très proche du ministère de la présidence. Quelle proposition? Vous avez parlé de la proposition de voilà comment vous voyez l'équipe. Non, je l'ai proposé au comité exécutif. Le double a été envoyé au ministère et à la présidence, évidemment, de ma proposition. Mais c'est le comité exécutif qui décide au niveau du football et de la fédération. Donc j'ai fait cette proposition-là. Alors j'ai l'accord déjà de la majorité du comité exécutif, hein, mais j'attends une officialisation par rapport à une réunion qui aura peut-être lieu lundi. Vous avez parlé de l'accord de la majorité de l'exécutif avec tout ce qui se passe au sein de la FMF maintenant. Est-ce que vous arrivez quand même à travailler dans la sérénité? Je vais être sincère. J'ai la chance de pouvoir travailler, comme je vous l'ai dit, avec la majorité du comité exécutif, qui est à fond derrière les Barea, à fond derrière moi. J'ai cette chance-là. Alors évidemment, et je ne vais pas les citer, mais qu'il y a 2-3 personnes qui ne veulent pas que du bien, ni à Nicolas Dupuis, ni au Barea, et qui se sont peut-être fait une joie de voir l'équipe des Barea perdre.
y compris au niveau du comité exécutif. Et ce n'est pas la peine de les citer, on a tous compris qui c'était. Bon voilà, mais ils sont en minorité. Ils sont en minorité, et moi, la seule ambition que j'ai avec ce comité exécutif en majorité, c'est vraiment de faire avancer le football malagasy, et faire avancer les barrières, se servir de cet échec qui n'est pas forcément que dû à nous, j'en prends une responsabilité, attention, mais qui n'est pas que dû à nous, parce que je répète, s'il n'y a pas eu le Covid, on serait à la CAN. Faire avancer ça, et penser aussi à la jeunesse derrière, hein, parce que rien ne se fait, donc si on ne le fait pas... Moi, j'ai eu la chance, je vais vous faire une aparté, j'ai eu la chance de bénéficier d'un travail qui avait été fait il y a une dizaine d'années par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Guillou, et qui avait fait une académie à Vérone-Sirabé. Et bon, cette académie a périclité parce que les partenaires, les sponsors n'ont pas pu les accompagner, donc ça s'est arrêté. Mais par contre, de cette académie, je donnerai simplement 2 exemples. Carolus et Ibrahim sortent de cette académie. Et moi, j'ai envie, puisque je suis en contrat jusqu'en novembre 2023, et je resterai là jusqu'en novembre 2023, j'ai envie que ce soit moi qui continue plus tard, ou que quelqu'un d'autre arrive, j'ai envie de donner cette même chose. C'est-à-dire que j'ai envie que l'avenir soit serein et facilité par mon travail. Si je m'arrête simplement à vivre en France, ce que je ne fais pas puisque je vis ici, et que venir 10 jours tous les 2 mois simplement pour m'occuper de l'équipe, eh bien, ça veut dire que je ne pense pas du tout à l'avenir, je ne pense pas du tout à la pérennité. J'habite à Madagascar, je veux que le football à Madagascar soit inscrit dans la durée. Mais est-ce que le fait justement que vous occupiez de l'académie des élites Barea, et vous êtes aussi, je crois, au sein du cabinet du ministre, non? Est-ce que tout ça, ça ne contribue pas un peu aussi à une certaine dispersion de... Vous savez, est-ce que vous n'êtes pas dispersé par rapport à tout ça? Non, ben, en fait, j'aimerais pouvoir m'appuyer sur, et je le fais, hein, j'aimerais pouvoir m'appuyer sur le travail d'autres personnes. Le problème, c'est que moi, j'ai fait un constat à la CAN 2019. On était l'équipe la plus âgée. Et après, on regarde derrière, il n'y avait pas de championnat digne de ce nom, d'où la Pro League qu'on a créée nous-mêmes. Il n'y a pas de championnat de jeunes digne de ce nom. Il n'y a aucune équipe nationale jeune inscrite dans aucune compétition. Les féminines, c'est rien du tout. On ne va même plus à COSAFA, on ne fait même plus le CHAN, on ne fait rien de toute façon. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mon rôle, ce serait facile pour moi de dire, j'habite chez moi en France, et comme je vous le dis, je viens, en ne me dispersant pas, simplement pour les rassemblements FIFA. Et puis voilà, et puis j'essaie de faire gagner les équipes. Bon, pour l'instant, on est à 10 victoires, 4 nuls et 5 défaites, donc c'est pas si mal par rapport à Madagascar, ce que c'était avant. Ouais, je fais que ça. Mais j'ai honte de faire que ça. Vous comprenez? Parce que je vois ce qui ne se fait pas. Et je sais ce qu'il faut faire. Mais à force, est-ce que vous ne finissez pas par l'équipe nationale, celle dont vous vous occupez principalement? Est-ce qu'elle n'est pas devenue un peu accessoire par rapport justement, parce que vous étiez à Samba, par exemple, pour suivre le tournoi avec les jeunes? Je suis sur une totale concentration quand l'équipe nationale est là. Par contre, je me dois de ne pas rester les bras croisés. Parce que, je vous donne un exemple, je suis allé voir des jeunes en Sava et j'ai la chance d'être accompagné par une dizaine d'éducateurs pour ça, hein, et heureusement. Et je suis allé en Sava voir 1000 jeunes en une semaine, 8 jours, et vous ne pouvez pas savoir quel plaisir j'ai pu donner à ces jeunes, quel sourire ils avaient et quelle ambition ça peut leur donner. En tout cas, on les fait rêver. Et c'est vrai que c'est normal, et on m'a dit là-bas, bah, coach, c'est la première fois qu'on vient nous voir. Est-ce que c'est normal? C'est ça la question, est-ce que c'est normal? Moi, j'ai du respect pour tous les Malagasy. J'habite ici par principe, parce que j'aime ce pays, j'aime ces gens, mais je ne peux pas, encore une fois, ne pas travailler. Quand il s'agit des dates FIFA, je suis à 100% concentré sur les Barea. Je propose des stages de 15 jours avant les dates FIFA, je serai à 100% concentré pour l'équipe locale qui permettra d'avoir 50% de l'équipe Barea. Mais entre ces périodes-là, je me dois de faire avancer les choses parce qu'elles n'avancent pas. Et là-dessus, je m'appuie sur Eric, qui est président de la commission technique, qui va venir et qui vient avec moi voir tous les matchs de Pro League, qui va venir avec moi en province voir ces jeunes, voilà.
qui essaie de progresser, qui essaie d'intégrer l'académie. Je m'appuie sur Mario, qui est responsable et président de la commission des jeunes, qui lui aussi est venu, quand on a engagé le tournoi de Doritos sur Tana, 3000 enfants sur Tana. J'y étais encore le week-end dernier pour voir des matchs, c'est fantastique. Et Mario est là, partie prenante. Mario et Eric, ce sont des gens du comité exécutif, ça. Sandrine, qui est aussi membre du comité exécutif, qui n'arrête pas de me dire « Mais coach, est-ce que tu peux m'aider pour les féminines ?» Alex, hier, qui me dit « Coach, le beach soccer, ça avance pas. J'ai fait une proposition, j'ai demandé à ce qu'on puisse se réunir alors que Seychelles s'entraîne déjà. Nous, on n'a aucune réponse. » Vous voyez, je suis obligé, parce que ce sont des gens bien, ces gens-là, du comité exécutif, et je suis obligé d'essayer de les aider à ma manière en essayant de faire bouger les choses. Est-ce que tout ça est inclus dans votre contrat, justement? Alors, vous avez parlé d'un contrat qui court jusqu'en novembre 2023. Oui, j'ai un contrat qui court jusqu'en novembre 2023. J'ai un contrat avec la fédération qui consiste à dire que je dois m'occuper des barrières. Voilà. C'est-à-dire que, hors période Covid, je pars 8 jours en France. Alors, je fais mes émissions sur Canal, bien sûr, mais 8 jours en France pour voir et vérifier la forme de nos joueurs expatriés. Et puis ensuite, je dois m'occuper pendant les rassemblements des barrières. Ça, c'est mon contrat avec la fédération. Et puis, j'ai un contrat écrit et moral avec l'État, dont vous parlez du ministère, donc l'État aussi, la présidence, qui consiste à dire que je dois à tout prix faire développer le football de façon durable. Voilà. Et ça, ce contrat-là, donc ce sont deux contrats différents. C'est le même contrat, mais il y a une partie qui est ciblée Fédé et l'autre partie qui est ciblée présidence. Ça se fait, ce type de contrat C'est un contrat tripartite, contrat FIFA, de sélectionneur, il n'y a aucun problème. Là, vous êtes en train de préparer la relève. Comment est-ce que vous appréciez justement les... D'abord, beaucoup de plaisir. J'en parlais à Eric. Alors, il devait être là, Eric et Mario, les membres du comité exécutif, mais ils ont été pris par leur boulot, ils s'en excusent. J'en parlais avec eux tout à l'heure, et c'est beaucoup de plaisir que de voir tous ces jeunes. Je parle de la relève de la future académie qui deviendront les barréades du futur. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'enfants très très motivés par rapport à ça. Je parlais des 3000 par rapport au tournoi Doritos à Tana, et j'en ai vu 1000 simplement sur une région, alors qu'on va faire toutes les régions, avec les membres du comité exécutif qui seront en déplacement avec moi, et quelques éducateurs. C'est beaucoup de plaisir, et il y a du talent. Alors il y en a qui jouent avec des chaussures, d'autres qui jouent pieds nus, d'autres qui jouent sur des terrains un peu vagues. Toujours est-il que voir 1000 enfants sur 8 jours et voir autant d'envie, ça fait un plaisir monstrueux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces talents que vous avez détectés se développent? Ouais, en fait, ce qu'il faudrait, c'est d'abord qu'on choisisse bien les 25 meilleurs, parce que c'est l'idée, 25 meilleurs par année d'âge, mais que sur chacune des régions où on va, et ça c'est l'idée du président de la République qui a fait et qui est en train de créer un maximum de terrain partout en province et à Tana, c'est que partout où on va, qu'on puisse avoir du personnel ressources encadrant pour encadrer ces jeunes qui méritent. Ceux qui ne seront pas pris à l'académie aujourd'hui, peut-être pourront l'être un jour, plus tard, mais il faut qu'on les encadre sur place. Alors moi, j'ai réglé le problème, par exemple, en Sava, à Antala, par exemple, parce que j'ai un ami qui s'appelle Théo, qui est proche de moi et proche de la sélection des anciens et ainsi de suite, et qui, lui, s'est engagé sur le terrain qu'on est en train de créer au niveau de l'État, du ministère à Antala, à encadrer les 30 ou 40 gamins qu'on n'aura pas pris, parce qu'on n'en aura peut-être pris que 1 ou 2 de là-bas, d'accord ? Idem à Sambab. Et dans toutes les régions, je veux arriver à ça. On a du personnel ressources capable à Tulliard, je pense à Franklin, qui est là-bas. Il y a des gens qui sont sur Nocibé, que je connais très bien, Jean-Michel. Et voilà, je veux pouvoir trouver sur chacune des régions des gens qui ont envie, qui ont la foi en ça, et qui ont envie de faire progresser ces jeunes. Donc, au-delà du fait d'en prendre 1 ou 2 par région, ou pas, parfois il n'y en aura pas, pour faire les 25 meilleurs à l'académie que le président est en train de nous préparer pour janvier 2022, c'est vraiment ne pas oublier les autres sur le bord de la route et les encadrer et les faire progresser. Grâce aux terrains qui sont créés, et ils sont nombreux les terrains, je crois qu'on est à 62 terrains. Vous allez faire quoi quand l'académie sera mise en place? Vous allez toujours être là? Écoutez, je vais le répéter, mais en toute sincérité, et vous le savez forcément, j'ai eu la possibilité de partir 30 fois, 40 fois. Je suis là.
dans d'autres nations, dans d'autres équipes, parfois des équipes de clubs, parfois des équipes nationales. Je suis là. La semaine dernière, j'ai eu 3 propositions encore et je suis là. Et je resterai là parce que je suis quelqu'un qui part du principe qu'il faut respecter les contrats et je respecterai. Et si jamais j'ai ce plaisir d'entendre qu'on veut que je reste au-delà de mon contrat, alors ce sera avec plaisir que je resterai. Et j'aimerais voir ces gamins de l'académie grandir. Alors peut-être que ce ne sera plus moi le sélectionneur, c'est pas ça, mais j'aimerais les voir grandir et faire la même chose que Carolus ou Ibrahim. Après le Niger et l'Éthiopie, vous n'avez pas pensé à démissionner? Des gens vous poussent à la démission? Il n'y a pas beaucoup de gens qui me poussent à la démission. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me poussent, sont toujours les mêmes qui poussent à la démission. Non, je ne démissionnerai pas parce que j'ai encore 2 ans et demi de contrat. J'aurais pu partir bien avant sur des propositions qui étaient énormes et je ne l'ai pas fait. Je pars du principe qu'au premier échec, on ne doit pas à tout prix m'amener vers une démission parce que c'est un manque de respect. Parce que généralement, quand il y a un manque de performance, on a des sélectionneurs qui partent, qui démissionnent. Quand il reste 6 mois de contrat, je fais référence à quelqu'un qui vient de démissionner, voilà. Je comprends. Quand il reste 6 mois de contrat, je comprends. Mais moi, il me reste 2 ans et demi de contrat, premièrement, et je n'ai pas le sentiment d'avoir terminé mon travail ici. Encore une fois, je pourrais très bien partir demain et j'aurais toutes les chances de jouer contre Madagascar dans peu de temps, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie par respect pour les gens, parce que j'apprécie énormément d'être ici. Mon épouse aussi apprécie énormément d'être ici. J'habite ici, contrairement à beaucoup de sélectionneurs dont celui vous parlez. J'habite ici au pays. Je vis avec les gens. Jusqu'où on pourrait aller aux éliminatoires de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on pourrait se qualifier? Quels seraient nos objectifs? Le football permet de rêver et en aucun cas on peut dire qu'on n'ira pas. Moi, j'espère simplement qu'on sera au complet, qu'on pourra faire jouer les joueurs qu'on a envie de faire jouer et que, au-delà de la pandémie pour tout le monde, mais que la pandémie nous laissera tranquille et qu'on pourra travailler sereinement. Premier point. Si c'est le cas, ce qui a été le cas à la CAN par exemple, j'ai eu 5 semaines pour préparer tous mes joueurs à la CAN, j'ai jamais eu de blessés. J'ai eu que Jérémy qui s'est blessé, c'est tout. On a eu un bol monstrueux. Le football, c'est aussi une part de chance. En fait, j'ai pu tout le temps jouer avec la même équipe quasiment, et ce qui nous a permis d'être bons et très bons. Si toutes ces blessures, ces pépins, cette pandémie nous laissent tranquilles, alors tout est permis. On est dans un groupe ouvert, où la Tanzanie, le Bénin, la RDC, nous tenons de très près. Il y a un favori apparemment au classement FIFA, la RDC. Il y a un deuxième, le Bénin. Il y a un troisième, Madagascar. Et la Tanzanie, 4e. Mais il n'est pas dit que la Tanzanie ne termine pas première. Voilà. Donc, il faut être logique, il faut rester logique, lucide. On n'est pas les favoris, mais par contre, on a quelque chose à jouer, c'est certain. Je préfère dire qu'on va tout faire pour se qualifier, et c'est faisable, mais en préparant la CAN 2023. Et je verrai, comme un échec cuisant, le fait de ne pas aller à la CAN 2023. C'est mon objectif et je veux y aller et on ira. Par rapport à la Coupe du Monde, je rappellerai simplement un règlement, et c'est la dernière fois que ça va être ce règlement-là. Même si on termine premier du groupe, on est obligé de jouer un match aller-retour contre le premier d'un groupe. Si vous jouez le Sénégal ou l'Algérie, en match aller-retour, ça devient encore plus difficile. Donc prenons les choses une par une. Essayons de terminer le mieux possible dans ce groupe de Coupe du Monde en essayant de terminer premier, même si on n'est pas les favoris. On va essayer de le faire, mais surtout, servons-nous de cette compétition pour, alors que dans 1 an, en mars prochain, on attaquera les éliminatoires de la CAN 2023, servons-nous de ces compétitions-là pour mettre une équipe en place de façon à tout gagner pour la CAN 2023. Merci. Dernière question. J'aurais voulu vous la poser un peu plus tôt, mais... Est-ce que vous êtes agent de joueur? Pas du tout, non. Pas du tout. Jamais. Jamais de la vie. J'ai permis à des joueurs de signer quand les joueurs m'appellent en disant « Coach, je suis vraiment dans la merde. Est-ce que tu peux me rendre service ?» Donc j'appelle un président, j'appelle un entraîneur et je leur permets de signer. Faneva, je l'ai fait passer du Havre à Clermont, de Sochaux à Clermont, de Clermont au Havre et ainsi de suite. Et puis son club d'Arabie Saoudite. Jamais, il n'est pas question que je prenne un centime par rapport à ça, c'est simplement un service rendu en toute amitié à mes joueurs avec beaucoup de cœur. Dimitri, le dernier que j'ai fait signer à Fleury, la veille de la clôture comment on appelle ça, du mercato, m'appelle et dit « Coach, je n'ai rien, je n'ai pas de club,
bah, j'appelle un président en lui disant « Rends-moi service, rends-lui service, c'est un bon gamin, c'est un bon mec, fais-le ci, c'est tout. » Voilà comment ça se passe. Merci beaucoup, Merci à vous. coach. Merci à vous. Merci à vous.